Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le chef de la diplomatie de Djibouti a évoqué les enjeux cruciaux lors de l'interview. Aux nouvelles mondiales, au Ouganda, au moins 11 morts dans l'explosion d'un camion-citerne. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le président de la République, son Excellence El Hadj Ismail Omar Guelleh, a exprimé son soutien et solidarité à son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan, suite à l'attentat perpétré hier, mercredi, dans ce pays frère et ami. Les commanditaires et exécutants de cet acte terroriste ont voulu, à travers le ciblage de structures phares du dispositif de dissuasion de votre pays, s'émet le doute sur l'état réel de la Turquie à protéger ses sites les plus symptomatiques, les plus stratégiques, a fait observer le président Guelleh. Mais il s'agit là d'un objectif voué à l'échec, tant il est vrai que la Turquie est notoirement connue pour sa propension à faire valoir une sûreté pleine et entière sur toute l'étendue de son territoire, a souligné le chef de l'État. Soyez sûr, Monsieur le Président, que la République de Djibouti n'aura de cesse d'apporter toujours son appui à la nation sœur de Turquie dans sa quête légitime à mettre hors d'état de nuire tous les détracteurs contre-productifs à sa paix et à sa sécurité, a dans le même document noté son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, réitérant ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa sympathie et compassion à l'ensemble du gouvernement et du peuple frère de Turquie. Aujourd'hui, à la primature, le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a accueilli Mme Denisa Elena Lonent, la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne dans notre pays. Les discussions ont abordé plusieurs questions stratégiques et épineuses touchant la région ainsi que les leviers essentiels au succès de partenariat entre Djibouti et l'Union européenne qui revêtent une grande importance. Au cours des échanges, l'accent a été mis sur la coopération visant à améliorer la gestion macroéconomique et les finances publiques. De plus, les deux parties ont discuté de la deuxième phase de l'usine et de dessalement d'eau de mer, projet qui contribuant à améliorer l'approvisionnement en eau potable à Djibouti. Un autre point fort de la rencontre a été la collaboration en matière de sécurité et de défense, notamment à travers l'opération Atalante avec ses 300 vaisseaux et le programme Global Gateway. Les discussions ont également porté sur des initiatives pour la digitalisation des services publics, le développement des énergies renouvelables, notamment via le photovoltaïque, ainsi que le renforcement des capacités dans la lutte contre la piraterie et la formation professionnelle. Ces actions visent à appuyer le gouvernement djiboutien à renforcer les services destinés aux usagers tout en s'engageant dans une collaboration plus constante. La diplomate a insisté sur l'importance d'une approche régionale pour relever les défis, notamment en matière de sécurité maritime dans le Bab el-Mandeb, une zone de plus en plus perturbée qui affecte le commerce maritime mondial. À Washington, à présent, les ministres des Finances de Djibouti, d'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie et du Soudan du Sud se sont réunis pour leur 22e réunion ministérielle. Une rencontre co-présidée par M. Ahmed Shideh, ministre des Finances de l'Éthiopie, et Mme Victoria, vice-présidente pour l'Afrique de l'Est et australe à la Banque mondiale, qui a été marquée par des discussions sur le soutien continu des partenaires de développement et les défis à relever pour l'intégration régionale. Les ministres ont exprimé leur gratitude pour le soutien constant des partenaires de développement, notamment la Banque africaine de développement, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le groupe de la Banque mondiale. À ce jour, environ 11,8 milliards de dollars ont été mobilisés ou programmés pour la mise en œuvre des piliers stratégiques de l'OAI. La présence d'observateurs représentant des pays comme les États-Unis et le Japon a également été soulignée comme un atout pour enrichir les débats. Malgré les succès notables dans la mobilisation des ressources, les ministres ont reconnu la nécessité de compléter ces financements par des subventions ou des financements concessionnels. Lors de cette réunion, des sources de financement alternatifs ont été présentées permettant d'identifier de nouveaux partenaires potentiels pour soutenir les projets prioritaires de cette initiative. Les discussions ont également porté sur l'accélération du traitement des projets en cours et l'avancement des études de faisabilité nécessaires pour renforcer l'intégration économique régionale. Ensuite, je voulais les titres dans une interview exclusive accordée à la RTT. Le chef de la diplomatie de Djibouti et candidat au siège de l'Union africaine est revenu sur l'unicité de sa candidature et les atouts de son éligibilité. Toujours dans son interview, il a aussi exposé les enjeux fondamentaux de sa candidature à l'Union africaine, affirmant avec conviction que son pays et son peuple sont déterminés à faire entendre leur voix sur la scène internationale. Voici un extrait. Un candidat qui est soutenu par son président, son gouvernement et son peuple.
Donc il y a unanimité sur ma candidature. Ce qui n'est peut-être pas le cas pour les autres candidats. L'autre élément important, c'est que je suis actif. Je suis toujours actif dans la diplomatie, dans les relations internationales, dans la politique étrangère de mon pays. Ce qui n'est pas forcément le cas aussi des autres candidats. En plus, je suis issu d'un pays qui est un carrefour, un creuset culturel, un carrefour des continents. Et donc, je suis un petit peu le reflet de ce pays-là, qui est Djibouti. Nous sommes petits, mais nous avons une importance pour les grands pays. Vous voyez un petit peu le rôle que notre pays joue pour la sécurité, la paix, la stabilité dans la région et la sûreté de la navigation maritime. Et donc, ma candidature est considérée par beaucoup de pays africains comme une candidature naturelle pour le poste. Je suis le profil qu'attend l'Afrique, n'est-ce pas, pour ce poste. Et en quatrième point, et ça aussi c'est un élément très important, c'est que l'Afrique est je dirais, à un tournant de son histoire. Il y a beaucoup de défis. Il y a une certaine présence physique, intellectuelle, de l'énergie à avoir pour supporter cette responsabilité. Il est difficile de concevoir que des gens d'un certain âge puissent assumer cette responsabilité. Et je crois que de ce côté-là aussi, j'ai un avantage comparatif qui plaide pour ma candidature. En plus d'être actif, est-ce que vous pensez que le fait de parler 3 langues est considéré aussi comme une différence par rapport aux autres candidats? C'est un atout indéniable. L'Afrique est un continent qui est varié, divers sur le plan culturel, il est multiculturel. Donc la personnalité qui arrivera à la tête de la commission devra être capable de pouvoir créer des ponts, des passerelles, être capable de communiquer avec toutes ces régions dans la diversité culturelle, dans cette diversité qui fait un petit peu la marque de fabrique de ce continent. Et je pense que sur ce point-là, j'ai également un atout par rapport aux autres candidats. Suivez l'intégralité de cette interview exclusive déjà diffusée dans nos chaînes sur le programme RTD de ce soir. Monsieur Mahmoud Ali Youssouf, le chef de la diplomatie djiboutienne, est en visite en Angola pour renforcer les relations bilatérales et obtenir des soutiens à sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine. C'est dans le cadre de sa tournée continentale visant à promouvoir sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, M. Mahmoud Ali Youssouf, effectue une visite à Luanda, en Angola, le 23 et 24 octobre 2024. Au cours de cette visite, il a rencontré le président angolais, son Excellence João Lourenço. Le 23 octobre, le ministre Youssouf a également eu des entretiens avec son homologue angolais, le ministre des Affaires étrangères, Tete Antonio. Cette rencontre a été l'occasion de renforcer les relations bilatérales entre Djibouti et l'Angola, ainsi que de discuter des enjeux continentaux, notamment des efforts pour la paix et la stabilité dans le continent. Lors de son entretien avec le président angolais, M. Mahmoud Ali Youssouf a transmis un message personnel du président de la République de Djibouti, El Hadj Ismaël Omar Guelleh. La réunion empreinte de chaleur et de cordialité a mis en avant l'unité profonde et durable entre les deux nations. Cette visite s'inscrit dans les efforts continus du ministre pour obtenir le soutien d'un maximum d'États africains à sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Elle témoigne de son engagement à renforcer la coopération continentale et à œuvrer pour une Afrique unie, prospère et solidaire. Autre actualité de ce soir, c'est dans le cadre de ces efforts pour promouvoir l'autonomisation des femmes et renforcer leur participation à l'économie locale que la ministre de la Femme et de la Famille a inauguré aujourd'hui un salon de coiffure innovant. Un projet qui a pour but de fournir aux femmes des compétences professionnelles leur permettant de se lancer dans l'entrepreneuriat ou d'accéder à un emploi stable dans le secteur de la beauté en pleine croissance dans le pays. Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions du ministère visant à doter les femmes djiboutiennes des compétences des ressources nécessaires pour réussir dans divers domaines. Elle reflète également une stratégie plus large de renforcement des capacités avec un accent particulier sur l'entrepreneuriat féminin. L'événement a été marqué par la présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, de la secrétaire d'État chargée des investissements privés, Mme Safia Mohamed Ali, de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Safia Elmi, ainsi que d'autres invités de marque. L'inauguration de ce salon de coiffure marque une étape importante dans la promotion de l'autonomisation des femmes à Djibouti. Ce projet, en offrant des opportunités concrètes d'entrepreneuriat, participe activement au développement économique local tout en renforçant les capacités des femmes dans le secteur de la beauté.
La commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie en ce jour de jeudi dans le but d'analyser le projet de loi numéro 127, année 2024, 9e législature, portant approbation des comptes financiers du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement pour l'exercice 2023. Le projet de loi numéro 65 également, année 2024, 9e législature, portant adoption des comptes financiers de l'ANT pour l'exercice 2022. Cette réunion présidée par l'honorable Charmark Moussa Aré a vu la participation du côté du gouvernement, le ministre de l'équipement et des infrastructures, M. Hassan Ahmed Ibrahim, et de M. Mohamed Ouarsama Diriye, ministre du commerce et du tourisme, les directeurs généraux des établissements publics précités, accompagnés de leurs proches collaborateurs. Après des discussions et échanges, les commissaires ont émis un avis favorable et transmis le compte financier sous-mentionné pour adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. Direction Arta, où l'Académie militaire interarmée d'Arta, où il y a eu une passation de commandement le 23 octobre 2024. Une cérémonie d'accueil du chef d'état-major également général des armées, l'aube du 23, a marqué un moment historique pour l'Académie militaire interarmée d'Arta, connue dans son acronyme LAMIA, avec l'arrivée du chef d'état-major général des armées. Accueilli avec une cérémonie empreinte de solennité, sa venue a renforcé le caractère exceptionnel de la passation de commandement qui a vu lieu. Les autorités militaires et les dignitaires locaux ainsi que les figures éminentes de la communauté ont rehaussé l'événement de leur présence, témoignant de leur soutien indéfectible à l'institution militaire. L'inspection des troupes par le SEMGAR a mis en exergue la discipline et la rigueur qui caractérisent notre armée. Après un extrait du SEMGAR, le protocole de passation de commandement, dans une atmosphère empreinte de respect et de tradition, le colonel Mohamed Moumin Abdi a passé le flambeau au lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar. Mais d'abord, écoutons un extrait du discours du SEMGAR. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil de l'Académie d'Arta. De par le président de la République, vous reconnaîtrez votre chef, le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien des services, l'exercice de règlement militaire, l'observation de la loi et le succès des armes de la République de Djibouti. Il a été ponctué par la signature des documents officiels, actant ainsi le transfert de commandement dans une harmonie exemplaire. Cette transition s'est effectuée sous le regard approbateur des officiers présents, assurant une continuité sans faille dans la hiérarchie et les responsabilités. Et ensuite, comme le veut la tradition, le nouveau chef de corps, le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar, a ensuite dirigé le défilé militaire avec une prestance qui témoigne de la grandeur de sa nouvelle fonction.
Ce défilé, loin d'être une simple formalité, symbolise la perpétuation du leadership et l'engagement renouvelé de nos forces armées envers la défense de la nation. En conclusion, l'Académie militaire interarmée d'Arta réaffirme son engagement à former les leaders militaires de demain, tout en préservant l'héritage et les valeurs qui constituent les piliers de l'armée djiboutienne. Ce mercredi 24 octobre 2022 à 11h, la 19e promotion du stage international de perfectionnement enquêteur a clôturé la formation qui a débuté le 1er septembre 2024 autour d'une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire d'une durée de 6 semaines combinée avec 2 semaines de cours en cybercriminalité. Ce stage international a rassemblé 17 stagiaires issus de 9 pays dont Djibouti, présidé par le substitut du procureur général, M. Ibrahim Hussein Waïs. L'événement a vu la participation, entre autres, du préfet de la région d'Arta, du président du conseil régional d'Arta, du chargé d'affaires de l'ambassade de l'Éthiopie à Djibouti, de l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti, du représentant du directeur général de la police nationale et de plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. À cette occasion, les majors de promotion des stagiaires de la promotion ont reçu leur diplôme et les insignes de l'école des mains des officiels présents sur les lieux. À l'issue, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille. Le major de la promotion a dans ses propos résumé le programme de formation que les stagiaires ont suivi durant cette période de formation. Il m'échoit l'insigne honneur de prendre la parole ce jour, mercredi 23 octobre 2024, au nom des stagiaires de la 18e promotion BIS, perfectionnement d'enquêteurs, module cyber. C'est fort de cette pensée que la coopération France-Djibouti a voulu élever le niveau de la pratique à la police judiciaire en Afrique, qu'elle a organisé des modules de formation dans cette prestigieuse école dénommée EI3PJ, en y invitant 16 fonctionnaires de police et de gendarmerie de 11 différentes nationalités. Il s'agit notamment du Bénin, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, de l'Éthiopie, du Gabon, de la Guinée-Conakry, du Madagascar et du Tchad. Débuté le 1er septembre 2024 par un module cyber, nous avons reçu pendant 2 semaines durant les rudiments en matière de lutte contre la cybercriminalité sous toutes ses formes. Dans un premier temps, nous avons été outillés sur les fondamentaux en Internet, puis sur la méthodologie de conduite d'enquête cyber en passant par l'OSINT, Open Source Intelligence. Et pour finir, sur les investigations en milieu numérique. Vive l'Afrique, vive la République de Djibouti, vive la coopération française. Je vous remercie. Le directeur de cette école, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayyad, a quant à lui mis en exergue la particularité de cette formation. Voici ses propos.
Nous sommes d'abord très ravis de vous accueillir dans ce temple de la police judiciaire et de la criminalistique, mais aussi de célébrer cet heureux événement qui marque la fin de 2 formations, l'une cybercriminalité et l'autre des perfectionnements enquêteurs, qui a duré pratiquement 2 mois à l'EI3PJ. Donc pour la cybercriminalité, nous avons déjà planifié auparavant et nous avons sollicité pour une mission de courte durée que la coopération française détache à l'EI3PJ un expert en cybercriminalité. Parce que la cybercriminalité et les perfectionnements enquêteurs vont ensemble de nos jours. Et nous savons qu'aujourd'hui, la cybercriminalité englobe ou réunit toutes ces infractions dans le domaine du droit pénal. Bien sûr, à l'aide du réseau Internet. Ici, je salue la direction des études et les instructeurs de l'EI3PJ qui ont travaillé en parfaite synergie pour concocter le cas pratique exercé ici à l'EI3PJ. De nos jours, nous voyons que l'Internet a changé de visage et son visage est un désastre transnational parce que nous ne pouvons pas situer l'auteur de l'infraction. Monsieur le substitut de Madame la procureure générale, vous avez en face de vous des OPJ de toutes grades confondues, mais aussi respectés. Donc, c'est pour dire que tant qu'il y aura des cybercriminels, il y aura aussi des cyber-enquêteurs. Pour sa part, le substitut du procureur général qui a présidé cette cérémonie a prononcé une allocution dans laquelle il s'est adressé aux stagiaires et n'a pas manqué de les féliciter également. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord attirer votre attention que l'École internationale de perfectionnement à la police judiciaire est un temple de la police judiciaire qui est, avec son sérieux et sa rigueur, connu dans l'Hexagone de tous les pays. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir dans cette promotion 17 stagiaires, dont 11 ressortissants des pays amis et de 5 nationaux de la police nationale, de la gendarmerie et des gardes-côtes. Vu le croissance des criminels, vu les enquêtes sur les croissances criminelles en cybercriminalité, il faudrait aussi, comme disait tout à l'heure le colonel de l'école, que les cyber-enquêteurs suivent toutes les astuces et toutes formes de criminalité qu'ils essayent de mettre en place. Donc, une cybercriminalité doit avoir en face de cyber-enquêteurs. Vous avez été formés durant toute cette période à différentes techniques pour lutter contre la cybercriminalité. Donc, vous avez eu tous les moyens qui vous ont été exposés. Et sur la forme, vous avez aussi acquis une formation concernant le perfectionnement enquêteur dont vous avez fait plusieurs thèmes. L'objectif de cette école est de répondre aux besoins et d'améliorer les capacités d'investigation judiciaire des enquêteurs dans la pratique de la police judiciaire. Et j'espère que tous les ressortissants de ces pays, une fois qu'ils vont rentrer chez eux, vont mettre à profit les connaissances qu'ils ont acquises durant cette 7 semaines de formation enquêteur et 2 semaines sur la cybercriminalité. En espérant que vous avez gardé une bonne image de ce pays et de cette école, je n'oublierai pas de féliciter les formateurs de cette formation qui ont, avec professionnalisme, distribué leur savoir-faire dans les différentes connaissances. Je vous remercie de votre attention. Autre actualité de ce journal, l'ANC, en collaboration avec le MENFOP et le MFF, ont lancé une campagne de sensibilisation sur la protection des enfants contre les méfaits de l'Internet. Cette séance de sensibilisation et d'information ont été organisées dans les établissements scolaires tels que le collège de Boulaos et le lycée de Roden 4.
Cette campagne de sensibilisation a pour objectif de faire connaître les risques du méfait de l'Internet aux parents et aux enfants ainsi que les jeunes. C'est sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques et d'utilisation du numérique et mettre à leur disposition les outils nécessaires pour avoir le bon réflexe et avoir un comportement responsable. Les équipes chargées de la sensibilisation ont sensibilisé les parents et les jeunes sur le danger du monde du numérique, plus particulièrement de l'Internet et les mauvaises utilisations des réseaux sociaux. L'aspect technique, social et religieux de la thématique ont été évoqués à tour de rôle. Ceci a aussi permis d'éveiller la conscience des parents sur certains dangers de l'Internet. L'agence djiboutienne des routes ADR poursuit ses opérations de réhabilitation à travers les 3 communes de la capitale. En effet, hier, la voie du Cripen-Ohéran, point stratégique pour le transport en commun, a été rénovée. Cette initiative s'inscrit dans le programme d'entretien routier annuel de l'ADR, visant non seulement à perfectionner les réseaux routiers nationaux, mais également à améliorer la mobilité urbaine. La circulation dans cette voie est rétablie aujourd'hui, jeudi. La préservation des infrastructures routières demeure une priorité essentielle pour le gouvernement. Hier, mercredi, l'association Djib Solidev a marqué une étape majeure dans la promotion de l'inclusion numérique avec le lancement officiel du projet numérique pour elle au siège de l'Union des femmes d'Edikil. Cet ambitieux programme destiné à faciliter l'accès des filles et des femmes aux technologies de l'information et de la communication a été couronné par l'inauguration de l'espace public numérique à Dikil. Financé par le Fonds d'engagement pour les OSC 2024 de l'ambassade de France, ce projet vise à réduire la fracture numérique tout en créant des opportunités d'autonomisation pour les femmes et les filles de la région de Dikil. L'inauguration de cet espace moderne marque un tournant offrant aux bénéficiaires un accès à des outils et des formations adaptés à leurs besoins. L'événement présidé par le préfet adjoint, M. Youssouf Ali Iye, a réuni plusieurs personnalités régionales, parmi lesquelles Mme Asma Hussein, présidente de l'Union des femmes d'Edikil, et Mme Amina Hamadou, élue locale et représentant du conseil régional d'Edikil, ainsi que des représentants du OIC et de l'ambassade de France. De nombreux bénéficiaires présents ont pu découvrir les ressources mises à leur disposition et échanger sur les opportunités offertes par ce programme. C'est un projet porteur d'espoir et de transformation pour notre communauté. Ces lieux représentent bien, plus qu'un espace accès à la technologie, il incarne notre engagement pour l'autonomisation des femmes, le progrès social et l'intégration des outils numériques dans le quotidien de toutes. La présence des responsables, monsieur le préfet, les représentants de l'ambassade de France, montre bien à quel point ces projets sont soutenus à tous les niveaux. Ces soutiens reflètent une vision commune, celle d'un avenir où chaque femme, où qu'elle soit, peut accéder aux connaissances, aux compétences et aux opportunités offertes par le numérique. Grâce à cet espace, les femmes de l'UNFD de Dikil pourront non seulement apprendre à utiliser des outils numériques, mais aussi de développer des compétences entrepreneuriales, élargir leurs horizons professionnels et ainsi participer activement au développement économique de la région. Cet espace est conçu pour être un catalyseur de changement permettant aux femmes de s'émanciper et de s'affirmer en tant qu'actrices clés de notre société. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à l'ambassade de France, bien sûr, notre partenaire des fonds, pour son appui financier dans la concrétisation de ces projets. Votre soutien témoigne de votre engagement à soutenir des initiatives qui favorisent l'égalité des genres et renforcent les capacités des femmes. C'est un symbole fort de coopération et d'amitié entre nos deux pays, au service d'un avenir plus juste et inclusif. Écoutons à présent les propos de la représentante de l'ambassade de France. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour le lancement de l'espace public numérique qui a été porté par l'association Djib Solidev, financé par le Fonds Équipe France, organisation de la société civile, instrument qui finance la société civile sur l'élaboration de projets concrets au sein des communautés locales. Donc ici, nous avons un projet d'un espace public numérique avec la mise à disposition de matériel informatique et aussi un volet formation pour l'ensemble des jeunes femmes qui seront recrutées grâce à l'action de l'Union nationale des femmes djiboutiennes
qui est l'antenne régionale ici basée à Dikil et qui a son rayonnement sur la région, donc permettent de mobiliser l'ensemble des bénéficiaires pour pouvoir accéder à ces formations et qui, j'espère, permettra un tremplin pour toutes ces jeunes femmes et femmes, scolarisées ou déscolarisées, d'avoir accès à l'outil informatique. Donc je renouvelle mes remerciements à l'investissement de Jeep Solidev qui a déjà porté plusieurs projets dans la région de Dikil et qui est en soutien à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, que je remercie également pour son investissement. Je remercie également Monsieur le Préfet et le Président de région pour soutenir ces initiatives locales qui permettront de revitaliser le tissu économique, j'espère, à moyen terme, je l'espère. On écoute à présent le préfet adjoint qui s'est réjoui de cette initiative. Nous voilà aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Dikil pour le lancement officiel du projet portant accès des filles et des femmes aux technologies de l'information et de la communication. Donc ce projet est porté par une association de notre région qui est donc l'association Jeep Solidaire en faveur des femmes, des jeunes filles non scolarisées et des jeunes filles scolarisées de notre région. À cet instant, je ne peux que me réjouir de l'action faite par cette association. D'autre part, le financement est porté par l'ambassade de France et à cette occasion, je voudrais remercier donc l'ambassade de France pour toutes les actions faites en faveur de nos administrés. Et par contre, je dirais donc à la population et surtout aux femmes qui vont profiter de cette formation, de tirer profit afin de pouvoir les utiliser dans le cadre des services. Fait divers de ce journal, des membres de la brigade de la douane, en étroite collaboration avec des éléments du détachement de la police d'Ali Sabié, ont intercepté à la frontière de Galilée une importante quantité de marchandises de de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Ces interceptions des produits illégalement introduits sur les territoires nationaux s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. La marchandise saisie à cette occasion était avec un poids total qui a été estimé à 2400 kg de où les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, M. Mohamed Moumin Hassan. Les importations dans l'État ne perçoivent aucune taxe. D'ailleurs, ce sont des produits transportés par des trafiquants sans scrupules qui contournent souvent les postes frontaliers partout sur le territoire national. Et cela représente une menace réelle pour l'économie de service de notre pays et du fondement étatique, a déclaré M. Mohamed Moumin Hassan, le chef de la douane locale. Aux nouvelles mondiales à présent, des intenses bombardements aériens israéliens ont touché la banlieue sud de Beyrouth, visée par 17 frappes qui ont détruit plusieurs immeubles et provoqué une énorme explosion. Les détails avec Samatar. Israéliennes ont touché la banlieue sud de Beyrouth, visée par 17 frappes qui ont détruit plusieurs immeubles et provoqué une énorme explosion, selon l'agence de presse libanaise ANI. Il s'agit là des bombardements les plus importants dans ce secteur depuis le début de la guerre israélienne sur le Liban, il y a un mois. L'agence libanaise a annoncé hier que 17 frappes israéliennes au moins avaient touché la banlieue sud de Beyrouth après un appel à évacuer plusieurs secteurs lancés par Israël aux habitants. Plusieurs images montrent une énorme explosion suivie de petites explosions dans ce secteur. Selon ANI, 6 immeubles ont été détruits dans le seul quartier de Layalki, tandis que la chaîne Al-Mayadeen a affirmé qu'un de ses bureaux dans un quartier sud de Beyrouth avait été touché. Il n'y a pas eu d'avertissement pour la frappe qui a touché le quartier de Jnaha, dans le sud de la capitale libanaise. Cette frappe a tué une personne et en a blessé 5 autres. L'Afrique, le continent le plus touché par les conséquences du réchauffement climatique. Le reportage avec toujours Samatar. L'Afrique est le continent le plus touché par les conséquences du réchauffement climatique. Les prochaines années s'annoncent rudes alors que les catastrophes vont se multiplier. Ces dernières années, l'Afrique subit en plein fouet les effets du changement climatique. S'il n'est pas le seul touché par cette crise environnementale, le continent déjà fortement impacté par la pauvreté et les conflits dans certaines régions est le plus vulnérable face aux conséquences du réchauffement climatique. La saison des pluies de juillet et septembre 2024 a été marquée par des précipitations extrêmement abondantes et parfois sans précédent dans une grande partie de la région du Sahel.
entraînant des inondations catastrophiques au Soudan, parti en août dernier. Une situation qui aggrave la crise humanitaire déjà complexe qui subissait le pays, mettant en rude épreuve les capacités de réaction des organisations d'aide des organismes environnementaux et gouvernementaux. D'autres pays comme le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun ont aussi été touchés par les inondations en septembre 2024. Au total, plus de 2000 personnes ont perdu la vie et des milliers d'autres ont été déplacés. Une solution de toute urgence. Selon une étude de World Weather Attribution, les catastrophes liées au climat sont susceptibles de se multiplier. En Ouganda, à présent, au moins 11 corps ont été retrouvés sur les lieux de l'explosion d'un camion-citerne mardi dans la localité de Kigogwa, à 25 km au nord de Kampala. Selon la police, les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui fuyait du camion renversé après un accident. L'incendie qui a suivi a détruit 4 bâtiments, incluant 9 magasins, causant des dégâts matériels importants et un bilan humain tragique. Il s'agit d'un accident isolé impliquant un camion-citerne circulant sur la route de Bombo. Nous n'avons pas encore déterminé si la cause de l'incident est liée à une défaillance du véhicule ou à une erreur humaine du conducteur, a indiqué Mose Nanoka. L'accident s'est produit à cet endroit, provoquant une fuite de carburant. Il est malheureux que des personnes soient allées chercher le carburant étant hautement inflammable. Le carburant a pris feu apparemment en raison d'une femme qui grillait du maïs à proximité. Il y a également des maisons et des magasins tout autour, ce qui a aggravé la situation avec la quantité importante de carburant qui s'écoulait. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer précisément l'origine de l'incendie, a souligné Moses Nanoka, commandant de la police du district Kampala métropolitain. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.